Les décideurs de l'innovation posent aujourd'hui leur caméra chez Capgemini. Capgemini, cette grande SS2I française, 125 000 collaborateurs, a décidé de lancer il y a environ un an des labs innovation pour, devinez quoi, innover. Jean-Claude Guyard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez Capgemini, au cœur du Lab Innovation dont vous avez la responsabilité. On va parler justement avec vous de la façon dont Capgemini, ce mastodonte, 125 000 personnes, Ouais, SS2I bien connu, approche l'innovation. Un mot sur vos métiers traditionnels. Le métier traditionnel de Capgemini, c'est le conseil. C'est avant tout le conseil, c'est les services en informatique et aussi l'infogérance. C'est-à-dire que 125 000 personnes, 40 pays, on est capable de fournir à nos clients l'ensemble de la gamme des services informatiques. Et vous avez décidé donc de créer ce Lab Innovation sur un mode start-up. C'est une problématique qu'ont beaucoup de grands groupes. Comment est-ce qu'on reste agile, dynamique pour accompagner cette innovation? Exactement. Comment rester agile en étant aussi gros, aussi présent dans toutes les activités? C'était de faire une start-up. Faire une start-up au travers, en France, de 5 labs innovation qui vont développer des idées, amener de l'innovation et transformer les projets de nos clients avec de l'innovation. Alors, dans la vie quotidienne de chacun, on va au magasin, on va dans sa banque, on va avoir de plus en plus d'outils qui vont aider à gagner du temps. Est-ce qu'on y va encore ou est-ce qu'on fait tout sur son ordinateur? On continue à se déplacer dans sa banque? On fait encore les deux. On fait encore les deux. C'est vrai qu'il y a une grosse tendance à faire du e-commerce, mais on finit quand même souvent au magasin, ne serait-ce que pour toucher les objets, pour voir les choses, pour rencontrer encore des gens, quoi. Donc vous réfléchissez au magasin du futur. Voilà, le magasin du futur qui va combiner tous les savoir-faire technologiques, toutes les innovations, mais qui va rester un magasin dans lequel il y a une relation sociale qui reste importante de l'entreprise avec ses consommateurs. Ça va ressembler à quoi alors? Ça va ressembler à une espèce d'espace connecté auquel vous pourrez parler aux piliers. Les piliers sont des écrans avec des avatars qui vont vous indiquer par où aller. Les guichets automatiques vont avoir beaucoup plus d'aide que les sempiternels claviers compliqués à comprendre. Et les agents vont pouvoir bénéficier du comportement, de la remontée des informations, du comportement de chaque utilisateur dans la banque, dans l'espace bancaire. Pour enrichir son expérience. Pour enrichir son expérience et améliorer, encore une fois, le service à ces visiteurs qui vont venir, et qui vont revenir et qui vont connaître et qui vont pouvoir être en mode connecté ou en mode présentiel. Et ils vont pouvoir échanger directement. Ça va personnaliser ce service, ça vous reconnaîtra quand vous rentrerez dans votre magasin de chaussures préféré ou à la banque? Exactement, ça vous reconnaîtra, ça vous permettra d'offrir des services de fidélisation directement, des services sur mesure pour les chaussures, pour les vêtements. On peut imaginer après des discounts, des manières de fidéliser et d'améliorer le service au client. Alors, autre segment sur lequel vous travaillez, la mobilité. Oui, la mobilité. Alors, le deuxième axe, une fois qu'on est sorti du magasin, on veut aller dans ce magasin, on veut se rendre au travail tous les jours. On a besoin on va utiliser dans la mobilité le smartphone, le réseau social, encore une fois, et la connaissance du milieu urbain. D'accord? Donc, on a fait une application, on a développé une application en propre qui s'appelle Chronomove et qu'on a déployée à Grand Nancy la semaine dernière, qui va permettre à chaque utilisateur qui a l'habitude de prendre des transports en commun, de faire un choix de trajet, de son meilleur trajet pour se rendre à son lieu de travail. D'accord. Il va créer le réseau des gens qui prennent le même trajet tous les matins. On croise souvent les mêmes personnes et ça fait un réseau, ligne de bus. Et on va aller jusqu'au crowdfunding dans lequel les gens vont pouvoir publier sur cette ligne-là, dans le cercle fermé des abonnés ou plus généralement, les problèmes, les actes citoyens qui veulent bien remonter à la ville de Nancy, des abribus détériorés, des lumières en panne ou des choses comme ça. La ville intelligente, ça c'est un autre axe aussi.
Oui. C'est quoi la différence? Au-delà du transport, la ville intelligente, c'est plein d'autres activités que la ville connectée va pouvoir optimiser. Oui. On est encore dans l'optimisation. On a un exemple de fournisseur d'électricité en Californie, pour lequel on a travaillé, qui avait un problème de pic de charge par forte chaleur, hein, surtout en été. La climatisation aux États-Unis marche toute la journée, même si vous n'êtes pas à la maison. D'accord ? L'idée, c'était d'offrir une réduction et une application sur smartphone à beaucoup d'utilisateurs, à tous les utilisateurs volontaires, et leur proposer de couper tout ou partie des équipements électriques. On pouvait segmenter les équipements électriques de la maison, on pouvait couper tout ou partie des équipements électriques en cas de risque de montée sur le pic de chaleur et la crise d'énergie. Donc consommer moins plutôt que produire plus. Exactement. Ça va aussi dans les logiques de Consommer développement durable. C'est exactement. La ville durable, c'est ça. Et on va terminer avec cet axe qui est important aussi, la vie digitale connectée. Ça veut dire quoi? La vie digitale connectée, ça veut dire qu'à la maison, il y a un point essentiel qu'il faut occuper, qui va être stratégique, qui est déjà stratégique aujourd'hui, qui va être encore plus stratégique dans le futur, c'est la box. C'est l'accès au débit qui va donner la HD, qui va donner tous les accès au divertissement, à tous les services connectés. Donc ce point-là, il est important. Et comment le capturer? Il y a plusieurs manières de le capturer, mais une manière qui marche bien, c'est de rendre les gens dépendants des services qu'on va offrir sur cette box. Donc nous travaillons avec des startups et avec plusieurs acteurs de tout secteur pour offrir de nouveaux services à l'intérieur de la maison. Et ça veut dire que de plus en plus d'acteurs, voire des nouveaux entrants, pourraient déployer ces box. Ce qui est fabuleux avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on voit que le prix des cartes SIM, de manière générale, a été diminué, le prix de la communication a diminué, le prix des box a diminué. Tout ça, ça rend beaucoup de choses accessibles qui n'étaient pas accessibles avant. Donc une grosse bataille en perspective. Une grosse bataille en perspective entre tous ceux qui sont autour de la maison. On va y voir les électriciens ou les énergéticiens de manière générale. On va y voir les équipements électriques, hein, les gens de Schneider et Legrand et compagnie. On va y voir aussi Eutelsat qui propose des solutions connectées partout. Et bien sûr, les opérateurs traditionnels qui vont vouloir éviter de perdre une nouvelle bataille contre les OTT, Google, Apple et compagnie. Merci beaucoup, Jean-Claude Guillard, pour ces explications. À bientôt. À bientôt.